bas de chez nous. Qu'elle soit un lieu de passage, de circulation, d'attente ou de flânerie, elle appartient à notre quotidien. Elle nous englobe. Grande et belle, petite et sale, on y retrouve nos amis, nos familles, mais aussi des bruits de conflits, des publicités et des odeurs de boulangerie. Certains la traversent pendant que d'autres l'endurent, et puis il y a ceux qui y grandissent. À travers ces quelques épisodes, nous vous invitons à marcher aux côtés de travailleuses sociales et de vous immerger dans leur quotidien, à la rencontre des adolescentes en errance à La Chapelle, 18e arrondissement de notre capitale. Nous sommes éducatrices, psychologues, art-thérapeutes, médecins. Nous essayons d'avoir autant d'outils et de compétences que de problématiques à traiter. Tout au long de cette série d'épisodes, nous suivons la jeune Olivia, adolescente fictive dont l'histoire est inspirée de faits réels. Dans l'épisode précédent, Marina nous a conté ce qu'est une conduite à risque à travers le comportement d'héroïsme de survie. Aujourd'hui, Hortense, psychologue, nous entraîne avec elle à la rencontre de ces adolescentes évoluant à travers une autre conduite à risque, l'errance. L'errance qui peut se définir comme l'action de marcher, de voyager sans cesse, un peu comme un trajet sans fin, sans destination, où une fixation n'est pas possible. Mais alors où vont-elles ? Il y a cette errance géographique, celle qui fait parcourir les rues en long, en large et en travers, affrontant frontières et barrières. Et puis il y a l'errance psychique, celle dont la fonction est de fuir constamment ce qu'il est impossible de vivre, les souffrances engendrées par les liens aux autres. L'errance, en fait, c'est une maladie du lien. Si ce lien aux autres est trop douloureux, c'est que ce qu'on appelle le lien primitif a déconné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lors de ses premiers instants au monde, le bébé vit le manque qu'il ne peut expérimenter tout seul. La faim, la soif, le besoin de câlin. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à assouvir tout ça. Il a besoin d'une réponse face à cette détresse. Sauf que parfois, cette réponse, donc le soin physique et psychique, n'a jamais été suffisamment bonne. L'adulte présent, en général le parent, n'a pas réussi à penser puis à transformer les émotions de son bébé. Et ce schéma s'est répété plusieurs fois, violemment, et c'est traumatisant. Alors forcément, les jeunes filles comme Olivia sont aujourd'hui habitées par des craintes qui les poussent à fuir. Mais alors, où sont-elles ? Pour s'inscrire quelque part, une adolescente, en pleine construction identitaire, doit se sentir accueillie, se sentir la possibilité d'exister, d'être aimée. Tant qu'aucun dispositif ne renvoie cela, l'errance continuera de prendre le devant. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'errance, c'est un antalgique à la carence ? Hortense cherche à créer des points d'ancrage, à prendre soin du lien qu'elle tente de créer avec ces jeunes en se mettant à leur hauteur. Aujourd'hui, je marche avec 3 de mes collègues et nous voyons Olivia. Nous allons à sa rencontre. De ma place, j'observe, je regarde, j'écoute et j'essaye d'entendre. Je remarque qu'elle a beaucoup bu, qu'elle tient à peine debout. Cheveux ébouriffés, vêtements sales et couverture sous les épaules, elle nous raconte sa nuit en garde à vue. La bouffe était dégueulasse, mais heureusement qu'elle avait sa couette. Celles qui sont à disposition dans les cellules sont pleines de puces et de poux. Alors, quand elle part cambrioler, elle pense à en prendre une avec elle, à la fois pour péter les fenêtres sans se couper, mais aussi au cas où elle serait arrêtée pour dormir dedans. Après ces échanges, je l'apostrophe pour lui proposer de se poser quelque part. Mes collègues comprennent que je tente de mettre en place un espace de parole et annoncent donc qu'elles vont continuer leur maraude. J'entends Olivia leur balancer. « Vous m'abandonnez ?» Le sentiment d'abandon, Olivia le connaît très bien. Trop bien peut-être. En plus de son vécu qui l'a privée de la présence d'un parent suffisamment bon, Olivia a aussi connu une quantité incroyable de placements dans des foyers. À chaque fois, c'est une séparation qui lui est présentée comme provisoire, mais qui se répète au fil des ans. Et ça fait résonner en elle l'instabilité parentale qu'elle a jadis vécue. Elle ne sait plus compter le nombre de lieux de vie qu'elle a habités, entre les foyers et les familles d'accueil.
Olivia se retrouve à chaque fois confrontée à l'idée qu'il y a de l'espoir, mais cet espoir est toujours déçu. En réaction, comme par fatalité, Olivia a la rage, comme si elle tentait de mettre du sens à ce qui lui arrive. Devenir la mauvaise, la moins digne, celle qui doit être rejetée. Ça lui permet de se rendre coupable, pour ne pas faire porter ce poids à ses parents. Parce que pour elle, c'est important que ses parents restent idéalisés dans ses représentations. Alors, bien que souvent placée, Olivia se déplace. Olivia me dit tout de suite qu'elle ne peut pas se poser, qu'elle doit marcher sinon, je cite, « je vais cogiter et je vais péter un câble ». Quand elle dit ça, elle me fait part de sa non-possibilité d'échanger, mais peut-être aussi d'un échec, à avoir un espace psychique propre, à se tracer un lieu intime où il serait question de se parler, d'approfondir et d'épaissir son moi. Elle est toujours défoncée, la précipitant dans un état de confusion entre elle et l'environnement. Son rapport à l'espace est périlleux. Elle titube, risque de tomber à plusieurs reprises, comme si tenir debout se payait par des efforts incalculables. Puis, il y a les voitures. Elle ne se rend pas compte de leur vitesse et à chaque instant, elle peut se faire faucher. À chaque fois qu'une voiture de police passe, elle lève son bras et balance des insultes. Je me dois de rester à côté d'elle pour tenter de la protéger. De la rue, mais aussi d'elle-même. Dans tout ça, on continue d'avancer. Je la suis, marchant sans itinéraire, sans but, mais tout en restant dans ce quartier qu'elle connaît bien. Je constate son interaction avec les autres. Elle interpelle les gars, va leur demander de l'argent, des clopes, des médocs. Elle prétend qu'elle est majeure quand on lui demande son âge. Elle exprime aussi d'un ton fier et assumé qu'elle est bourrée. Quelque part, elle semble assumer l'état dans lequel elle se trouve pour éviter de ressentir la honte. Oui, ce sentiment d'être disqualifiée, d'être perdue, qu'elle va alors contre-investir. Elle revendique son état pour ne pas vivre ce qui est sous-jacent. Viennent alors mes questionnements. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas davantage insisté sur ma proposition et que je l'ai suivie ? Pourquoi, au fil de ce voyage, je me suis sentie petit à petit vidée, assommée, désarmée par ce qu'il se passait, par ce que je voyais ? C'est peut-être ce qui fait honte et qui est montré et revendiqué par Olivia qui me déstabilise. Olivia semble contaminer Hortense avec son état d'errance. Comment pourrait-elle réagir ? Déjà, est-ce que Hortense va se rendre compte qu'elle est happée par l'errance de la jeune ? Est-ce qu'elle va s'identifier aux émotions d'Olivia ou est-ce qu'elle va les rejeter ? Les réactions peuvent être multiples face à ces éprouvés. Elle pourrait aussi être sidérée, ressentir de la pitié ou de la colère. Tout en avançant ensemble, Hortense va tenter d'accompagner Olivia dans cette marche et cette démarche. Cette mise en scène des symptômes par Olivia vient me dire quelque chose sur ce qu'elle éprouve. Ce désarroi, cette détresse, cette agonie psychique ne sont-ils pas preuve d'une extrême solitude ? Extrême solitude qui résonne avec l'état dont elle a fait l'expérience, étant bébé. Olivia provoque alors sûrement une tentative de rencontre, avec l'adulte jusqu'ici absent. Outre l'effet de la contamination que Mathilde a évoqué, il est avant tout question de partage. Partage d'affect qui va probablement permettre de relancer les processus psychiques d'Olivia. Je deviens témoin de ce qui est en train de se passer. Témoin de sa souffrance interne, en accueillant ses émotions, mais aussi témoin dans ce qu'il a de tiers, en tentant de transformer ce vécu. Me vient alors une idée. Aller ensemble vers une destination dans une errance que nous éprouvons depuis tout à l'heure. Transformons ce mouvement circulaire, hypnotisant, abrutissant, en mouvement linéaire, en cherchant à créer des points de contact et des points de liaison. Un peu comme la métaphore de la vis, vous voyez ? Cet objet dont la tête est circulaire, avec une croix imprimée, qui permet l'accroche par le tournevis, et qui doit tourner pour faire un mouvement linéaire. Ce mouvement permet de fixer ou solidifier quelque chose. S'il n'y a pas la croix qui permet l'accroche, il n'y aura pas possibilité de fixer. Et la tige de cet outil
qu'on appelle le filetage, c'est ce que représente aujourd'hui pour moi cette marche. Arrivés à destination, Olivia et Hortense traversent un moment de flottement qui annonce leur séparation. Au risque de rompre ce côte à côte, Hortense propose à Olivia de se reposer en foyer pour prendre soin d'elle. Olivia refuse. Elle dit même qu'elle est mieux dans la rue, elle y est libre et elle peut s'éclater avec ses potes. Alors elle veut pas y aller, elle n'est pas fatiguée, elle se trouve bien. C'est impossible de contraindre cette jeune à constater sa situation et à accepter une protection. Impossible déjà parce que pas légal, et parce que de toute façon, je crois que ça ne fonctionnerait pas. Pour aujourd'hui, Hortense aura pu partager l'errance d'Olivia pour la rencontrer et la reconnaître dans sa subjectivité, lui donnant la possibilité à nouveau de se sentir digne d'exister. Je finis par quitter Olivia sur ce refus d'être mise à l'abri. Sur le retour, je réalise la nécessité pour ces adolescentes de pouvoir expérimenter à nouveau la présence d'un adulte suffisamment bon à leur côté, à la fois pour partager, mais aussi de tenter de transformer leur extrême solitude. Si la conduite à risque, contée dans l'épisode précédent, est un passage à l'acte, nous pouvons dire que l'errance en est un en permanence. L'errance permet d'agir pour ne pas souffrir, marcher pour ne pas rester bloqué dans un état de détresse. À nous de créer des points d'ancrage. Cet ancrage, à votre avis, on l'écrit avec un E ou avec un A? Je vous laisserai en décider. Dans le prochain épisode, nous resterons en compagnie d'Hortense, qui nous aidera à comprendre les risques pris chaque jour auprès de ces jeunes pour rester suffisamment solide face à la crainte de l'effondrement. Cet audio a été pensé par l'association Hors la rue, monté par Séverine Canal, et j'ai eu le plaisir de coécrire cela avec Hortense Brett, psychologue. Hortense pour qui tout a son importance. Et je suis Mathilde Magnier, qui vous propose que nous n'excusions pas l'exclusion.